الضوء الآن على الأستاذ محمد الشقاوي الذي أظنه سوف يأخذ الكلمة ليعطينا كآخر متدخل قبل المناقشة غالبا l'essence de ce qui vient d'être dit, et d'autant plus qu'il est certainement parmi les personnes qui, en participant à la réflexion sur les systèmes d'enseignement en particulier, va avoir beaucoup à dire sur la question. Merci beaucoup. Je voudrais d'abord vous remercier d'avoir m'avoir invité à participer ce soir à cette réunion. Vous m'avez pratiquement harcelé pour que je puisse y assister, parce que généralement, je n'assiste absolument pas aux réunions. Et je vous remercie. Et je vous remercie. Il faut dire que mes hésitations sont dues essentiellement au fait que toutes mes recherches jusqu'à il y a 15 ans portaient sur l'Occident, sur les sociétés occidentales, notamment sur les systèmes d'enseignement européens, américains, sur les inégalités sociales, sur les mobilités, etc. Et ce n'est que depuis une quinzaine d'années que je me suis tourné vers les sociétés musulmanes par pur hasard. Un pur hasard. J'étais en train de préparer un livre sur les conséquences inattendues des actions humaines. Et j'extrayais le maximum d'informations de la sociologie de Max Weber, dont mes collègues ont parlé depuis tout à l'heure, et ils ont raison. Et puis, par pur hasard, je suis tombé sur la manière dont Max Weber, le maître de la sociologie allemande, à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, et qui reste encore l'un des plus grands penseurs d'aujourd'hui, je me suis attaché à ce qu'il dit de l'islam. J'étais extraordinairement intéressé par ses affirmations. Et je me disais, bien sûr, j'ignorais complètement, étant donné que je n'ai pas fait de recherche sur l'islam, ni en sociologie des religions, donc j'étais très intéressé et extrêmement attentif à ce qu'il disait. Et puis, au fur et à mesure que je lisais, au fur et à mesure que je essayais de comprendre ce qu'il proposait comme explication de l'islam, je me dis, mais c'est curieux tout de même qu'un Allemand de la fin du XIXe siècle ait une connaissance encyclopédique de l'islam. Et je découvre petit à petit qu'en réalité, comme dans les bonnes universités allemandes, ce qui n'est pas malheureusement pas le cas ici, je parlerai peut-être tout à l'heure, si c'est nécessaire, de l'université marocaine, à laquelle j'avais consacré une recherche entre 2005 et 2009. Et donc je me suis dit, mais c'est tout de même extraordinaire. Et je découvre qu'en réalité, Max Weber avait des collègues dans les bonnes universités allemandes, n'est-ce pas? Il avait à sa disposition des islamistes, des orientalistes, des philologues, etc., etc. Et c'est ainsi que M. Max Weber collectait son information sur l'islam. Bien sûr qu'il avait accès au texte. Il connaissait, je suis sûr qu'il avait lu le Coran, qu'il connaissait un certain nombre de textes fondamentaux, comme il connaissait la Bible et tous les travaux sur la Bible, puisqu'il a écrit un ouvrage magistral qui s'appelle « Judaïsme antique ». Et c'est ça qui m'a poussé à m'intéresser à l'islam. Grâce à cette première étape,
je commençais à réfléchir sur la manière dont l'islam a évolué ces dernières années. Et je me posais la question de savoir qu'est-ce qui explique l'émergence du fondamentalisme islamique. Bon, j'ai essayé de proposer un certain nombre de réflexions dans un ouvrage paru en 2006, mais cet ouvrage m'a laissé sur ma faim dans la mesure où mes connaissances sur les sociétés musulmanes étaient extrêmement modestes, très fragmentaires. Alors, depuis lors, j'ai un peu travaillé sur les sociétés musulmanes, en essayant par tous les moyens, comme je l'ai toujours fait dans mes recherches précédentes, de me fonder sur toutes les statistiques possibles et imaginables dans le monde. En d'autres termes, je collecte toutes les enquêtes internationales sur le monde musulman et je collecte également des informations statistiques sur les enquêtes qui ont été faites dans un certain nombre de pays musulmans, notamment au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Turquie, au Pakistan, etc. Tout ça pourquoi? Tout ça parce que, à la lecture d'un certain nombre de travaux qui s'intéressaient à l'évolution des pratiques de l'islam, et la question qu'un certain nombre d'économistes et de sociologues posaient, qui connaissaient d'ailleurs davantage la société égyptienne que la société du Proche-Orient ou du Maghreb, et la question qui se posait, qu'est-ce qui fait qu'il y a eu une islamisation de la société égyptienne? Et il proposait un certain nombre d'explications, notamment en faisant des travaux sur les aspects économiques, sur l'aspect également social, notamment sur la mobilité sociale, etc. Et ils expliquaient cette résurgence ou cette extension extraordinaire de l'islam et des organisations islamiques par la chute de la mobilité sociale en Égypte. Il se trouve que ces gens, n'est-ce pas, ils travaillaient également sur des enquêtes, et des enquêtes, aujourd'hui toutes les enquêtes sont disponibles, donc les données sont disponibles, et j'ai essayé de collecter, d'avoir ces données. Mais je ne me suis pas arrêté là, je me dis, ce qui est vrai de l'Égypte, est-ce que c'est vrai également du Maroc? Est-ce que c'est vrai de la Tunisie et de l'Algérie? Est-ce que c'est vrai du Proche-Orient, du Pakistan, de l'Afghanistan, également de l'Indonésie? Je ne me suis pas arrêté là. Je me suis dit, je ne peux pas travailler uniquement sur le monde islamique. Pour pouvoir expliquer ce qui se passe dans le monde islamique, il est nécessaire de sortir du monde islamique et de le comparer au monde non musulman. C'est comme si vous voulez travailler sur les femmes et vous oubliez de travailler sur les hommes. Donc vous ne pouvez pas faire de comparaison. Si vous voulez faire des comparaisons, si vous voulez même montrer la spécificité d'un certain nombre de pratiques ou de comportements des femmes, il est nécessaire de prendre en considération l'autre sous-population, celle des hommes. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Or, il se trouve bien évidemment que les sociologues des religions ont travaillé sur le monde occidental depuis 60-70 ans, depuis toujours, et tous ont montré que dans le monde occidental, il y a une déchristianisation très forte. Il y a une perte de la religiosité qui est extraordinaire. Or, lorsque je vois ce qui se passe dans le monde musulman, c'est exactement l'inverse. C'est exactement l'inverse. Autrement dit, je vous donne un exemple. Ce n'est pas la peine que je rentre dans les détails des chiffres et de vous passer en revue toutes les sociétés que vous connaissez. Si vous prenez uniquement, je prends le Maroc puisque nous sommes au Maroc, si vous prenez uniquement le Maroc, en l'espace de 15 ans, les pratiques religieuses des Marocains, le temps consacré aux pratiques religieuses a doublé. Pourquoi?
Pourquoi a-t-il doublé? Et ce que je dis là, vous pouvez également le contrôler, tout simplement, en vous référant aux travaux du Haut Commissariat au Plan, puisqu'ils ont fait 2 grandes recherches sur le budget temps des Marocains dans un espace de 12 ou 13 ans. Et en l'espace de 12 ou 13 ans, vous verrez que le temps consacré aux pratiques religieuses a doublé. Et ceci est vrai aussi bien pour les lettrés que pour les illettrés, pour les vieux que pour les jeunes, pour les classes populaires comme pour les classes riches. Alors, question qui se pose immédiatement, quand est-ce que ça a commencé? Ce mouvement absolument extraordinaire, il faut bien le dater. Les données dont je dispose, il n'y a pas que les données de ces sociétés musulmanes, il y a également des données d'enquête internationale qui sont à la disposition de tout le monde d'ailleurs, m'ont conduit à me poser la question de savoir pourquoi cette islamisation extraordinaire, pourquoi ce changement extraordinaire des pratiques religieuses dans le monde musulman. Alors évidemment, comme vous le savez, il y a des gens qui vous disent qu'on peut l'expliquer par l'argent des pétrodollars qui ont été investis partout dans le monde et pour contrer le mouvement socialiste dans les années 70-80. D'autres diront que cet argent a été utilisé pour changer les comportements des musulmans à l'intérieur des sociétés musulmanes, notamment au Maroc, puisque, comme vous le savez, il y a eu à un certain moment un mouvement, enfin une tentative de wahhabisation d'un certain nombre disons, pas de classe sociale, mais d'individus ou bien de groupes. Et vous connaissez la réaction de Hassan II, qui a été extrêmement stricte. Le Maroc n'est pas wahhabite et il ne le sera jamais. Bon, bref. Donc, il y a le problème. On explique qu'effectivement, depuis les années 70, depuis que le pétrole a augmenté, la disposition des wahhabites d'Arabie saoudite, n'est-ce pas, ils avaient à leur disposition une manne extraordinaire qu'ils ont utilisée. Bon. On a également expliqué par les mass médias, les satellites, les chaînes satellitaires, n'est-ce pas, sont les grands favoris d'un certain nombre d'individus qui regardent ces chaînes satellitaires, et ils auraient été fortement influencés. D'autres disent, bon, peut-être que l'échec de la modernisation des sociétés musulmanes les a conduits à une espèce de recul pour des raisons, comme Hassan tout à l'heure en a parlé, pour des raisons identitaires. Toutes ces explications ne me convenaient pas, parce que, en réalité, le mouvement a commencé bien plus tôt. Le mouvement a commencé bien plus tôt, bien avant les années 70-80. À quel moment il a commencé? Il y a un pays qui pourrait éventuellement, à mon avis, être le lieu d'observation de ces changements. C'est l'Égypte. C'est l'Égypte. À quel moment ça a changé? Ce n'est pas dans les années 70. Exactement, et ça c'est extraordinaire. Quand? Bravo. Juste après la guerre de 67 et la défaite égyptienne, il y a eu en Égypte une augmentation
absolument extraordinaire des pratiques nouvelles que nous ne connaissions pas en Égypte auparavant. Donc, il est vrai que, sans doute, l'argent a joué un rôle, les chaînes satellitaires ont joué sans aucun doute un rôle, la baisse de la mobilité sociale dans les pays musulmans a sans doute également joué un rôle, mais, à mon avis, l'élément fondamental de changement d'orientation, ça date, c'est un phénomène strictement géopolitique. Bon, alors vous pouvez me dire, mais oui, mais ce que vous expliquez pour l'Égypte, ce qui est vrai pour l'Égypte, ne l'est pas vrai nécessairement pour les autres pays, ce qui n'est pas faux. Ce qui n'est pas faux. Alors, bien sûr, je ne peux pas exposer devant vous, étant donné que l'heure avance et que nous ne sommes pas tous ouverts à des considérations théoriques abstraites, mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il est possible de formuler une théorie générale qui peut expliquer ces phénomènes. Je voudrais tout simplement revenir sur ce que mes collègues et amis disaient tout à l'heure à propos des valeurs, puisque, effectivement, le thème de notre réunion aujourd'hui, ce sont les valeurs. Il n'y a rien de pire pour un sociologue que de travailler sur les valeurs, parce que c'est trop difficile. On peut travailler sur tout ce que vous voulez, sur la mobilité, sur les phénomènes démographiques, sur tout ce que vous voulez. C'est relativement facile. Mais les valeurs constituent, d'ailleurs, mes collègues l'ont parfaitement dit, et ma collègue également, c'est vraiment la croix pour le sociologue. Travailler, ou pour l'anthropologue, travailler sur les valeurs, c'est quelque chose d'extraordinairement difficile. Extraordinairement difficile, et pour pouvoir précisément dire des choses sensées, il faut à la fois être à l'intérieur et à l'extérieur. Vous ne pouvez pas expliquer le comportement des musulmans de l'extérieur. Mais vous ne pouvez pas expliquer le comportement des musulmans uniquement de l'intérieur. Si vous voulez le faire, il faut être à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Autrement dit, il y a quelqu'un qui le faisait, mais il avait le génie de le faire. Moi, je n'ai pas ce génie, enfin, nous n'avons pas ce génie. C'est Montesquieu. Montesquieu, dans les lettres persanes, où il mettait en scène des Persans qui voyageaient à Paris, et en réalité, qu'est-ce qu'il nous disait? Il portait un jugement sur sa société. Mais il fallait sortir de sa société pour pouvoir porter un jugement sur elle. Je vous ai dit tout à l'heure, et je n'abuserai pas de votre patience, je vous ai dit tout à l'heure que pour pouvoir comprendre ce qui se passe dans le monde musulman, dans la mesure où mes modestes recherches récentes me le permettent, il est absolument nécessaire de sortir du monde musulman et de le comparer au monde non musulman. Tant que nous ne comparons pas le monde musulman et le monde non musulman, je ne parle pas des chrétiens, je parle de tout le monde, c'est-à-dire aussi bien des bouddhistes que des athées, que des catholiques ou des protestants, ou des hindous. Tant qu'on ne sort pas de notre univers religieux, n'est-ce pas, nous ne pourrons pas comprendre ce qui se passe chez nous. Et la meilleure façon de le faire, c'est précisément de conduire simultanément les comparaisons entre monde musulman et monde non musulman. Et c'est pour cela que, dans la recherche que j'ai eu la chance de publier l'année dernière, j'ai travaillé sur une soixantaine de sociétés
30 sociétés musulmanes et 30 sociétés non musulmanes. Et ainsi, et c'est ainsi, et ainsi seulement, qu'un certain nombre de phénomènes tout à fait intéressants, qui intéressent particulièrement les musulmans, apparaissent à la lumière de ce qui se passe ou de ce qui ne se passe pas en Occident. Merci.